C'est pas pour tout le monde, OK. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à Bienvenue. tous et bienvenue sur ce webinaire Info ou Infox. On vous laisse le temps de tester la technique. N'hésitez pas à nous confirmer si c'est OK pour vous, si vous rencontrez des difficultés. Et puis on va laisser 2-3 minutes le temps à tout le monde de pouvoir se connecter. Hum. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Niveau du son, tout est OK? Oui. Oui. Bah, c'est parfait. Bonjour Véronique, sur le chat, n'hésitez pas aussi, voilà, à interagir directement sur la conversation de réunion. Vous voyez les slides aussi? Normalement, c'est bon, mais Oui, c'est bon. Parfait. parfait. Si vous avez tout le le monde. son et l'écran, on est dans des bonnes dispositions pour démarrer d'ici quelques instants. Je vérifie. Je pense qu'on peut démarrer tranquillement, Emma, les gens vont arriver. Ouais, on va pouvoir, Une quinzaine, c'est pas mal. Parfait. Eh bien, on va débuter ce webinaire. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire Info ou Infox, décrypter le vrai du faux en santé. On est ravis ce soir d'être avec vous, avec Pauline, pour ce temps d'échange autour de ce sujet. Avant de commencer, on vous précise que du coup, le webinaire est enregistré pour permettre d'avoir accès au replay. Et donc, toutes les questions qui seront posées sur le chat ou quand vous prendrez la parole ne seront évidemment pas anonymes. Donc voilà, c'est une mention particulière et on va pouvoir débuter. Donc, avant d'attaquer le sujet qui nous réunit ce soir, on voulait prendre un temps pour représenter l'équipe Parcours Expérience Patient et Solutions, à laquelle nous sommes toutes les deux rattachées avec Pauline. C'est une équipe dont le rôle a pour but d'améliorer la qualité de vie des patients et les parcours de soins dans les aires thérapeutiques dans lesquelles Novo Nordisk est investi. Et ce qui fait aussi l'ADN de cette équipe, c'est finalement de proposer des solutions que l'on va co-construire avec les patients, les associations de patients évidemment, et les professionnels de santé du territoire. C'est des solutions qui émanent de besoins et de problématiques que vous nous partagez ou que les professionnels de santé peuvent nous remonter. Et très important de le préciser aussi aujourd'hui, ou de le repréciser pour ceux qui le savent déjà, mais on est une équipe non promotionnelle, ce qui signifie que nous ne sommes pas formés aux médicaments ni autorisés à en parler. Donc on vous remercie aussi par avance de ne pas poser de questions sur ces sujets-là, car nous ne pourrons pas y répondre, tout simplement. Et donc moi je suis Emma Bénard, je suis chargée de projet Parcours Expérience Patient Solutions sur la région Nouvelle-Aquitaine, donc sur la partie équipe terrain, où vous avez des homologues dans chacune de vos régions. Et ce soir, j'ai la chance d'être accompagnée de Pauline, que je vais laisser se présenter. Et bonjour à tous, Pauline Derrien, donc je fais partie de la même équipe et moi je travaille au siège de Novo Nordisk France et je m'occupe de tout ce qui est projet et solutions digitales pour les patients, donc plutôt ce qui tourne autour de l'innovation et de la e-santé. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion de croiser certains récemment à notre journée interasso. On avance, Emma, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Allez, parfait.
Alors, avant toute chose, pourquoi on a souhaité organiser ce webinaire sur les fausses informations, en santé? Paradoxalement, en fait, aujourd'hui, avoir des informations sur la santé, c'est à la fois simple et très compliqué, de s'y retrouver étant donné qu'on est noyé sous, les informations, que ce soit, les réseaux sociaux, internet, les témoignages. Aujourd'hui, on est face à une prolifération de l'information, mais il y a d'ailleurs un terme officiel, hein, qui a été donné à l'infodémie, qui constitue justement, cette masse d'informations qui contient notamment, des informations, trompeuses. Et en fait, ces fausses informations dans le domaine de la santé, elles peuvent avoir des conséquences, réelles, et dramatiques, notamment pour la prise en charge, qui sont, à la fois du renoncement aux soins ou des, retards de prise en charge ou voire parfois de la défiance envers, le corps médical ou même les autorités, sanitaires. C'est d'ailleurs un sujet qui a été, pris en main par le ministère de la Santé qui a publié, mi-janvier sa stratégie nationale de lutte contre la désinformation en santé. Donc c'est un document public que vous pouvez, consulter si vous souhaitez creuser, le sujet. Et heureusement, des solutions existent pour identifier ces fausses informations et vous jouez, notamment un rôle clé, dans la diffusion d'une information, fiable auprès du grand public et de vos adhérents. Et donc c'est tout l'objet aussi de ce webinaire, c'est d'identifier ensemble des astuces et des solutions concrètes. À nouveau, hein, j'insiste, mais lors de ce webinaire, nous ne mentionnerons, aucunement, les, traitements, du laboratoire et tous les exemples utilisés sont, fictifs. Et donc au programme, de ce temps ensemble, qu'on a souhaité en 3 parties, on voulait revenir sur les différents termes autour, de, la fausse information en santé, avant, d'en arriver aux éléments, pratiques pour pouvoir les identifier et avoir des clés pour y répondre. Et enfin, un temps, essentiel sur, le rôle que peuvent jouer les associations de patients pour diffuser une information, de qualité, fiable et vérifiable. Et puis, évidemment, un temps de conclusion ressources et de questions-réponses. Alors, info ou infox, finalement, de quoi parle-t-on? Avant de vous partager les éléments, on a souhaité vous donner la parole, si je puis dire, dans le formulaire d'inscription. Et vous avez été inspiré sur cette question, votre perception de ce qu'est l'infox en santé. Et on a des réponses qu'on pourrait classer selon deux catégories, à la fois plutôt des réponses autour de la définition de l'infox et d'autres sur les conséquences. Donc sur la partie définition, ce qui a largement été relayé, c'est, le fait qu'une infox, c'est une fausse information. Il y a aussi des termes liés à la rumeur, un fake non vérifié, une information infondée ou encore une information fausse ou, partiellement donnée. Je ne vais pas toutes vous les partager, mais en tout cas, c'est l'idée qui ressort ici de ces premiers éléments de réponse. Et puis d'autres réponses autour des conséquences, qui peuvent être du coup sur une contre-vérité sur, l'efficacité, d'un médicament, un risque sanitaire et de santé pour, les usagers, une décrédibilisation du système de santé et du corps médical, donc des choses qu'on a pu aussi déjà évoquer, brièvement dans la partie, introduction. Donc tous ces éléments-là, on va le retrouver, par la suite et on va y revenir et je vous propose, dès à présent de passer à quelques, éléments de définition. Alors, vous avez peut-être entendu parler de mésinformation, de désinformation, ça a d'ailleurs été cité précédemment, de fake news ou encore d'infox. En fait, tous ces termes-là, désignent une fausse information. Mais vous avez, on va dire, 2 catégories de fausses informations. Vous avez des fausses informations qui sont, diffusées et partagées sans intention de nuire ou d'introduire d'erreur. Il s'agit donc de la mésinformation. Et en fait, ces fausses informations, elles peuvent être diffusées parce que, c'est une compréhension erronée, il y a eu une mauvaise interprétation ou alors une simplification de l'information qui, finalement, fait que l'information est fausse. Et c'est important de la distinguer de la désinformation qui, elle, est une fausse information qui a été, créée, en connaissance de cause avec cette intention de tromper et de nuire. Et après, donc les motivations peuvent être, diverses, et variées. Et ces termes, en fait, de désinformation, mésinformation peuvent être regroupés, sous, un terme plus générique. Vous avez sans doute entendu parler, d'infox ou de fake news. Infox, c'est la traduction française de fake news et c'est la contraction entre le terme information et le terme intoxication, donc qui désigne toutes ces fausses informations qui peuvent circuler dans, les médias ou les réseaux sociaux notamment.
Et ces fausses informations, elles vont avoir des conséquences, notamment dans le raisonnement et les processus décisionnels, et vont pouvoir aussi avoir des conséquences sur les décisions en matière de santé, d'où le fait d'avoir des clés pour les identifier. On vous a partagé, alors on va pas vous la diffuser aujourd'hui, vous avez un petit lien, analyse et conseils d'une vidéo, donc c'est le PDG de l'INSERM. Vous pourrez la consulter quand on vous partagera le diaporama a posteriori. Voilà. Et donc finalement, ces fausses informations, comment les auteurs font pour nous tromper et tromper notre cerveau? Eh bien, en fait, ils vont miser sur les failles de notre cerveau. Voilà, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc, il y en a à peu près une cinquantaine. Et aujourd'hui, on a choisi d'illustrer les biais cognitifs à travers un exemple qui a été partagé par le docteur Laure Gessler, qui a partagé à sa communauté le fait qu'elle avait été sélectionnée pour être la médecin référente de la tournée de Céline Dion lors de sa venue en France. Et pour cela, Laure Gessler a utilisé plusieurs biais cognitifs. Donc Pauline, je vais te laisser les afficher à l'écran progressivement. Mais parmi les différents biais, il y a notamment le biais d'autorité. Donc effectivement, utiliser l'image et l'icône que représente Céline Dion permet de crédibiliser l'information. Donc on va baisser sa garde. Si c'est Céline Dion qui a choisi Dr Gessler, bon bah effectivement, c'est pas une information qu'on va remettre en doute. On a aussi le biais de confirmation qui finalement est l'un des biais le plus fréquemment utilisé dans la diffusion des fausses informations, qui consiste à croire et à retenir l'information qui nous convient. Finalement, une information qui va aller dans le sens de nos croyances, ce qui fait que ça va nous conforter et on va baisser notre garde et on ne va pas forcément vérifier l'information. Donc on va passer à côté de quelques éléments et ici notamment c'est petit à l'écran, donc je ne suis pas certaine que vous puissiez le voir, mais il est dit que la tournée de Céline Dion aura lieu au Stade de France, alors qu'elle se produit à l'Accor Arena. Donc, c'est à travers ces biais de confirmation, finalement, qu'on passe à travers des détails qui pourraient nous faire percevoir la fausse information. On a aussi le biais de halo qui est utilisé par le docteur Gessler dans cet exemple, qui consiste à tirer des conclusions sur une personne sur la base de, on va dire, ses principales qualités ou caractéristiques. Ici, la sympathie finalement que peut évoquer le nom de Céline Dion va rayonner sur l'information et on ne va pas remettre en doute une nouvelle qui va nous satisfaire. Et après, il y a d'autres mécaniques qui ont été utilisées, comme le levier de vitesse. Ici, sur les réseaux sociaux, on a tendance à consommer l'information de manière rapide et donc on survole les détails. C'est ce que je vous disais précédemment, notamment l'erreur liée au lieu de tournée de Céline Dion. Et le dernier levier qui est utilisé, c'est le levier d'exposition. Donc on surfe sur le fait de parler de Céline Dion partout pour finalement glisser une information. Et le fait d'être familiarisé avec les données liées à Céline Dion fait que l'on baisse sa garde et que cela rend n'importe quelle information crédible. Donc on ne va pas rentrer davantage dans les mécaniques liées au biais cognitif. Vous pourrez trouver plein de ressources disponibles voilà, sur Internet, notamment, qui rentrent dans ce détail. Mais c'était pour vous donner quelques billes pour comprendre pourquoi finalement on se fait tous avoir par ces fausses informations qui circulent. Et Et avant peut-être de passer juste, à la... Oui. Emma, juste peut-être pour préciser, le docteur Gessler, elle a en fait partagé cette info et ensuite elle a fait, donc sans rien ajouter de plus, et une semaine après, elle est revenue sur ces différents biais. C'était dans un effet de démonstration, donc elle n'a pas partagé volontairement une fake news, elle a partagé une fake news, un Fox dans le but de démontrer justement ce que faisait une Fox. Pas précisé au Très début, bien, mais... merci. Merci Pauline, tu fais bien de le préciser. Ne remettons pas en cause cette médecin. Et donc, on vous propose maintenant de vous solliciter sur un quiz. Vous avez ici 3 exemples en santé qui sont partagés, donc ce sont bien des faux exemples, et on vous propose d'identifier ici lequel de ces exemples relève de la mésinformation, et du coup, par conséquent, les 2 autres relèvent de la désinformation. Premier exemple, boire de l'eau chaude citronnée le matin permet d'éliminer les toxines et de renforcer le système immunitaire.
Exemple numéro 2, un dermatologue révèle que la crème solaire donne des cancers de la peau, il vaut mieux ne pas en mettre. Et exemple 3, l'État a autorisé la mise en place de micropuces dans les vaccins obligatoires pour surveiller la population. Alors, je vous laisse un petit temps de réponse. Vous pouvez répondre directement dans le sondage ou dans le chat. Et je vois qu'on a les premières réponses dans l'outil de conversation. Alors, on va laisser un petit temps avant de vous partager la bonne réponse. Pauline, je te laisse me dire si toi, dans l'outil de sondage, les jauges, Bien, mais c'est pas mal, ça bouge en tout cas, ça bouge. Et ça puis bouge on un peu. a aussi des réponses directement dans le chat. Je pense qu'on peut Exactement. partager la réponse si tout le monde a eu le temps de réagir. Eh bien, effectivement, si je me fie à ce que je peux voir dans l'outil de conversation uniquement, il s'agissait bien, de l'exemple 1 comme mes informations. Ici, c'est une information scientifiquement infondée ou, exagérée qui repose sur une interprétation, simplifiée du fonctionnement de notre corps, mais sans intention de nuire ou de tromper. Ici, un des marqueurs de la mésinformation, c'est faux, mais ça part d'une bonne intention. Contrairement aux 2 autres exemples, où là, pour l'exemple, un dermatologue révèle que la crème solaire donne des cancers de la peau, il vaut mieux ne pas en mettre. On utilise, un argument d'autorité incarné par le dermatologue, qui est un individu à part entière, contrairement à une société, savante qui pourrait prendre la parole sur ce sujet. Il y a une intention, de tromper et d'attirer l'adhésion avec une orientation vers un comportement de santé, à risque élevé qui est de ne pas mettre de crème solaire. Et pour le dernier exemple, on va utiliser un marqueur ici d'opposition, l'État versus la population. On est vraiment sur une formulation complotiste avec l'absence de sources vérifiables pour attester de cette donnée et créer finalement de la défiance envers la médecine et les autorités dans le but d'orienter les comportements. Donc ici, ce serait la non-vaccination. Donc en tout cas, bravo, pour vos réponses et vos participations. Et pour compléter cette première partie, on voulait aussi vous partager avec Pauline quelques, chiffres clés pour cerner l'ampleur, du phénomène qu'est, la mésinformation, la désinformation. À savoir qu'aujourd'hui, vous avez quasiment 1 Français sur 2, 47 si on veut être précis, qui déclare avoir déjà été confronté à une fake news dans le domaine de la santé. Effectivement, ça se vérifie aussi parce que, il y a 43 des publications, de mésinformation sur les réseaux qui concernent le domaine de la santé. Donc la santé est un domaine vraiment sensible, aux fausses informations, d'où le fait aussi que notre ministère se mette en marche pour établir une stratégie, dédiée. Et puis ces fausses informations, elles ont un coût. On l'estime aujourd'hui à 9,8 milliards de dollars. Ça, c'est le coût uniquement lié à la santé publique et la santé mentale de l'impact de la désinformation. Donc sur un scénario, médian et vous avez toutes les ressources si vous souhaitez creuser, ces données ou d'ailleurs, hem, préciser, et avoir davantage d'informations, de précisions, sur tous ces éléments, chiffrés. Et enfin, pour terminer sur cette partie, le dernier focus que l'on souhaitait faire, c'était sur la femme, car, la mésinformation, en santé touche, davantage, les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont, les principales gestionnaires de la santé au sein du foyer. 67 des femmes gèrent les rendez-vous médicaux du foyer, donc ça en fait des cibles, de première intention et parallèlement à ça, il y a 33 des femmes qui déclarent aujourd'hui difficile de parler de leur santé aux professionnels de santé. Et donc, elles vont recourir à l'utilisation d'internet, de l'intelligence artificielle, la pérédance ou différents comptes, sur les réseaux sociaux pour obtenir, des réponses, à leurs questions, étant donné que le dialogue est rompu avec les professionnels de santé ou que certains sujets sont identifiés comme étant tabous. Et donc, en résultante, 57 des femmes pensent avoir déjà pris une décision de santé basée sur une fausse information. Donc évidemment, toute la société est concernée par ce phénomène d'ampleur, mais c'est vrai qu'il y a une sensibilité plus importante pour la femme.
Et pour faire le lien entre nos deux parties, et je vous laisserai après entre les mains de Pauline pour toute la partie conseils pratico-pratiques, on voulait vous partager une vidéo qui a été réalisée par le syndicat Réagir, qui est le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. Donc ce sont des médecins qui sont à cette initiative et qui ont décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre les principales fake news en santé. Et on vous laisse avec leur campagne en vidéo, en son et en image normalement, si la technique est bonne. Comment mettre fin à une infection vaginale en imbibant un tampon avec du yaourt? Je vais me frotter les yeux avec de l'oignon. La térébenthine va vous débarrasser de toutes ces maladies. J'ai décidé d'essayer le truc de mettre des gousses d'ail dans mes narines. Je vous ai récemment partagé un conseil médical pour décongestionner les bronches. Ce que je ne vous ai pas partagé, c'est que ce conseil, il ne vous guérira pas. Il aurait pu avoir des risques sur ma santé, des irritations au niveau du nez, des maux de tête, des infections bactériennes. Et si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que je suis pas tout à fait celle que vous croyez. Je suis le docteur Bono et en tant que soignante, c'est mon rôle de vous alerter. En matière de santé, il faut toujours consulter un professionnel de santé plutôt que de se fier aux faux conseils trouvés sur Internet et les réseaux sociaux. J'espère que vous aviez bien le son. Et ça a l'air bon pour tout le monde. Ok. Alors, merci Emma, je reprends la suite. Donc, pour vous parler un peu, on a compris maintenant normalement ce qu'était la partie fausse information, mésinformation. On vous a présenté quelques chiffres sur l'ampleur du phénomène. L'idée, c'est de vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est bien beau de se dire qu'on y est tous confrontés, mais comment on peut faire au quotidien pour les repérer ces fausses informations et parfois pour y répondre quand on est dans une position d'y répondre. Est-ce que vous, déjà, vous avez des techniques, des choses que vous avez en tête qui pourraient vous aider dans la vie, déjà, avant que je vous en présente moi, à les repérer, ces fausses informations en santé? Donc, je vous mets un petit sondage. Vous pouvez juste mettre un mot ou deux et ça va nous faire un petit nuage de mots. Normalement, vous devez voir le sondage. Sinon, vous pouvez aussi les partager directement dans la conversation comme tout à l'heure. Voilà, si vous avez des techniques ou des choses des réflexes que vous avez quand vous consultez de l'info en santé, est-ce que vous pouvez nous les partager? Normalement, vous pouvez répondre dans la conversation. Ouais, vérifier les sources, les références, ok. Le TP, très bien. L'auteur, ouais, tout à fait. Là, on va croiser avec quelques éléments. Ok. Plusieurs vérifications, des sources fiables. Super. Alors, je vais laisser le sondage actif, comme ça vous pouvez continuer d'y répondre. Mais on a en effet des techniques qui permettent, avec un petit mélange de tout ça, de décrypter systématiquement les fausses informations. Un premier réflexe qu'il faut avoir, c'est qu'à partir du moment où une info, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi à la télé, quand on est dans une conversation, ça peut être à plein d'endroits, nous fait ressentir une émotion forte, que ce soit la colère, l'anxiété, la tristesse ou la peur, généralement, il faut fact-checker. Si on a tout de suite une émotion forte, c'est que
on doit vérifier parce que quand on a une émotion forte, on est guidé par cette émotion, on va avoir envie de repartager, voire d'amplifier le phénomène. Et justement, ce qu'on veut éviter dans la fausse information, c'est de devenir le catalyseur et de contribuer à la propager. Comment on peut faire? Pour ça, on a une méthode qui vous permet de faire le tri en 2 minutes. Je vais vous donner un exemple après. Cette méthode, elle s'appelle la méthode SIFT. Donc, c'est une méthode qui est vérifiée, qu'on retrouve dans plein d'infos. Là, je vous l'ai simplifié à partir d'éléments du livre blanc Mes informations en santé qu'on vous partagera aussi. Donc, le SIFT, c'est un acronyme pour dire stop. Donc, avant de partager, on respire. Je vais vous détailler ça après. Le I, c'est on investigue la source. Qui parle et pourquoi. Donc ça, vous êtes plusieurs à l'avoir mis dans le questionnaire. Le F pour fouiller, savoir ce qu'en disent les autres. Donc toujours comparer la couverture avec d'autres experts. Et le T, ça va être trouver le contexte originel. Donc comment le replacer dans le contexte. Je vais essayer de vous illustrer ça de manière plus concrète. Si je rentre un petit peu plus dans le détail de chaque lettre, donc le stop, pourquoi il faut stopper? C'est ce que je vous disais juste avant, il faut couper l'émotion. L'émotion choc, c'est ça qui fait tourner la rumeur. Dès qu'on a une émotion assez forte, on a envie de le propager parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, vite, 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 il faut que je le partage à tous mes amis pour qu'eux aussi sachent que c'est dramatique. » Non, tout ce qu'on croise généralement en fausse information, ça a souvent un titre un peu choc. Des titres qui sont créés pour manipuler votre cerveau et vous créer ces émotions-là. Donc le premier temps, on respire. Le deuxième temps, on investigue la source. Pourquoi? Première chose à faire, savoir si la source est reconnue comme scientifiquement crédible. S'il n'y a pas de diplôme, s'il n'y a pas de preuve d'expertise médicale, il ne faut pas y accorder sa confiance. Parfois, ce sera vrai, mais la plupart du temps, ce sera faux. Le F, on va fouiller pour savoir ce que disent les autres. Pourquoi? Il faut challenger le traitement sensationnel de l'information en santé. Si personne d'autre n'en parle, s'il y a une seule personne qui en parle, généralement, il faut se méfier. Pour gagner du temps, quelque chose d'assez simple, on peut taper le sujet, donc le titre qu'on a vu, et juste le terme fact-check dans Google ou dans votre moteur de recherche. Généralement, on reçoit tout de suite des éléments qui viennent contrebalancer l'information qu'on a vue. Et le T, donc ça va être trouver le contexte originel, donc ça va être vérifier la date, la population étudiée, les limites annoncées. Souvent, il y a une petite nuance ou un détail qui fait toute la différence. Ça, on l'a vu tout à l'heure, typiquement, quelque chose qui pouvait nous mettre la puce à l'oreille dans le post du docteur Gessler sur Céline Dion, c'était le fait qu'il était écrit que Céline Dion l'attendait pour sa tournée au Stade de France, alors que sa tournée n'est pas au Stade de France, c'est à l'Accor Arena. C'est un petit détail comme ça, mais ça fait tiquer et on se dit « Ah, est-ce que c'est vraiment une bonne info ?» Si je vous prends un exemple, alors j'ai pris un exemple sur les réseaux sociaux, je ne vous ai pas mis le nom de la personne, mais j'ai quand même, c'est un vrai exemple. Je reprends l'exemple qu'Emma a pris tout à l'heure sur la partie crème solaire. Là, c'est un post sur Instagram qui disait « Un graphique choc révèle que le cancer de la peau a explosé en même temps que la crème solaire est devenue populaire. Le mélanome a explosé lorsque la crème solaire est arrivée sur le marché et est devenue populaire. » Alors, il y avait une dizaine de slides comme ça, je ne vous les ai pas tous mis, mais je vous ai mis le texte. Donc, le choc que l'industrie cache. Savez-vous que le mélanome a explosé au même moment que la crème solaire est devenue populaire? Donc là, on voit le graphique. On y reviendra après. Les données montrent une forte corrélation. La généralisation de l'usage des crèmes solaires coïncide avec l'augmentation des cas de cancer. La double menace des crèmes conventionnelles. Sur la peau, elles contiennent des produits chimiques nocifs, parfois cancérigènes, qui sont absorbés par le corps. Une étude suggère que 80% sont inefficaces ou potentiellement dangereuses. Elles sont tellement toxiques qu'elles sont interdites dans certaines zones, car elles détruisent des récifs coralliens et tuent la vie marine. Comment se protéger naturellement? Exposition progressive au soleil, utiliser des huiles naturelles, pépins de framboise, caranja comme alternative, consommer des vitamines A, C, E et du bon cholestérol. Il est temps de repenser notre relation avec le soleil. Le soleil n'est pas un ennemi. Avec plein de petits hashtags qui vont avec. Si on prend la méthode d'analyse que je vous ai partagée juste avant, on va essayer de décrypter tout ça. Premièrement, le S, stop. Qu'est-ce qui peut nous dire ici qu'il y a des choses qui nous font ressentir une émotion? On s'arrête, on respire. Il y a au moins 3 fois le mot choc. C'est un peu beaucoup pour une info de santé. Tout de suite, on nous dit un graphique choc. Donc, on se dit, on va essayer de nous... Comme c'est un graphique, c'est sérieux, c'est scientifique, il y a de la donnée. On nous donne d'ailleurs ce graphique. Crème solaire, le choc que l'industrie cache. Donc, pareil, l'industrie, on essaye de monter l'industrie contre le public. Donc, il y a aussi ce côté, on essaye de créer des clans. Donc, ça, c'est tout de suite un petit signal d'alerte qui doit alerter notre cerveau et nous dire, attention, ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, donc le I, on va aller chercher qui est l'auteur. Et
comment et est-ce que c'est quelqu'un qui a une expérience scientifique? Bon, c'est un profil qui est le créateur de la plus grande école d'énergéticiens francophones, qui peut être intéressant, mais qui a priori n'a pas de diplôme scientifique ou médical. J'ai fait ensuite l'exercice que je vous ai proposé, donc avec le F, et j'ai tapé crème solaire et cancer fact-check sur Google, tout simplement. Et là, on voit que les 4 premiers articles, on tombe tout de suite sur, selon des internautes, la crème solaire favorise, un raisonnement bien évidemment favorise le cancer de la peau, un raisonnement bien évidemment trop simpliste. Attention à ces publications affirmant à tort que les crèmes solaires provoquent le cancer de la peau, donc là c'est l'AFP. Skin Cancer Foundation qui dit attention, la crème solaire ne provoque pas le cancer de la peau. On voit tout de suite qu'il y a quand même des réactions assez fortes et basées sur des sources scientifiques, même sans rentrer dans ces articles qui nous disent attention, fausse information. Deuxième et dernière étape, voilà, on peut se dire bah oui, mais quand même, il y a un graphique, il y a un super graphique qui montre que en effet, il y a l'apparition des différents types de crèmes solaires et on voit bien que le mélanome a augmenté depuis les années 30 et qu'à chaque fois, ça correspond à une augmentation. Donc, pourquoi est-ce que ce graphique serait faux? Si on creuse un petit peu et qu'on cherche le contexte originel, donc ce que j'ai fait en cherchant 2-3 articles, la source, elle paraît fiable, le Connecticut Tumor Registry, j'ai regardé, c'est le plus grand registre de cancer qui existe dans le monde, parce que c'est le plus ancien. Et du coup, c'est hyper fiable, c'est une source de données sur laquelle on peut récupérer énormément d'informations fiables, sauf qu'en fait, ce graphique, il n'existe pas dans le Connecticut Tumor Registry. Et au bout de 3 articles de fact-check, j'ai trouvé tout de suite un graphique faussement attribué au Connecticut Tumor Registry. Donc, en fait, ce graphique, il vient sans doute de quelque part où il a été créé de toutes pièces, mais en tout cas, il est attribué à la mauvaise source. Voilà. Donc là, on a en quelques minutes, voire quelques secondes, démonté point par point tous les éléments qui pouvaient au début nous dire « Oh mon Dieu, je ne vais plus jamais mettre de crème solaire et je vais aller m'exposer au soleil à midi. » Voilà. Ça, c'était pour vous illustrer un petit peu la méthode. Maintenant, comment est-ce qu'on peut y répondre? Parce que dans les faits, quand une rumeur commence à tourner, quand elle prend de l'ampleur et quand la fausse information commence à prendre de l'ampleur, c'est plus dur de démontrer qu'elle est fausse. Enfin, les gens n'ont pas envie de croire qu'elle est fausse. Donc, comment on fait? On a une autre méthode assez simple qui s'appelle la méthode du sandwich. C'est-à-dire qu'on va mettre en sandwich la fausse information au milieu du reste. Donc, on va d'abord poser le fait initial, une déclaration forte et positive qui établit le cadre. Je vais vous faire après l'exemple avec la crème solaire. Là, je vous donne la théorie. Ensuite, on va dire, OK, c'est quoi l'avertissement? L'avertissement, c'est, on va vous dire, attention, je vais dire une fausse information. Donc, venez pas me dire après qu'elle est fausse, je vais la dire. Comme ça, on prépare le cerveau et on lui dit, là, ce qui va être dit juste après, c'est faux. Ne le prends pas comme acquis. On donne le mythe. Donc là, c'est vraiment, on est au milieu du sandwich, ça y est, on donne la mention brève de la désinformation pour venir la démanteler. On explique pourquoi est-ce que ce mythe est trompeur, on révèle la technique de manipulation qui a été utilisée. On donne l'explication causale alternative, alors ça, on ne l'a pas toujours, mais on essaye de la comprendre. Et ensuite, on va renforcer le message en répétant une dernière fois la vérité, et non pas la fausse information. Donc là, on a pris en sandwich la fausse information entre la vérité et puis on a démontré point par point que c'était faux. Je vais vous faire la méthode du sandwich avec l'exemple qu'on a vu juste avant sur la crème solaire. Donc là, dans le premier cas, j'arriverai avec une affirmation. La crème solaire protège du cancer de la peau. Deuxièmement, pourquoi je dis ça? Contrairement à ce que peuvent indiquer certaines vidéos des réseaux sociaux, sur la corrélation entre l'augmentation du nombre de mélanomes et l'augmentation de l'utilisation de la crème solaire. Donc, j'ai bien utilisé le mécanisme pour mon cerveau. J'ai dit tout de suite contrairement. J'ai parlé de la corrélation pour commencer à rentrer là-dedans, mais on est sur la vérité d'abord et après on rentre dans le contrairement. Dans le 4, j'explique pourquoi c'est faux. Ces vidéos font bien souvent appel à des mécanismes émotionnels, on en a parlé juste avant, le choc, la révélation, etc., et utilisent des graphiques, soi-disant issus de sources scientifiques, mais qui mettent en avant des corrélations, et non un lien de causalité entre la crème solaire et les cancers. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a plus de crème solaire et plus de cancer que c'est lié. Typiquement, il y a plus de crème solaire, mais il y a aussi plus d'exposition au soleil parce que les gens partent plus en vacances, que c'est devenu plus une mode d'avoir une peau bronzée. Donc, tout ça peut être fortement corrélé. Donc, l'exposition, donc je viens
ensuite réexpliquer, remettre à plat tout ça. Pourquoi est-ce qu'on peut expliquer cette corrélation? L'exposition au soleil a augmenté, la crème solaire n'est pas appliquée correctement. Ça, c'est d'autres études qui montrent que la quantité et la régularité ne sont pas suivies. Et le mélanome est mieux diagnostiqué. Donc forcément, on a augmenté aussi le nombre de mélanome puisqu'on le diagnostique plus tôt. Donc ça peut expliquer que cette corrélation, mais c'est pas pour autant que ça génère un lien de causalité. Donc, et on finit par, on redit la vérité, ainsi la crème solaire est bien utilisée, reste un moyen efficace de réduire les risques de cancer de la peau. Alors, ni Emma ni moi ne sommes des spécialistes de la crème solaire, mais sachez qu'après tout ça, on va bien se crémer cet été. Mais en tout cas, c'était intéressant de prendre un exemple comme ça et d'essayer de voir assez vite comment on pouvait le démonter et de se dire, même dans une conversation de tous les jours, dans un repas de famille ou autre, quelqu'un qui apporte cette fausse information et qui en est très sûr de lui, comment je peux aider à lui faire comprendre que c'est faux. C'est une technique au final qui peut se révéler assez simple. Et on n'est pas obligé d'aller très loin dans le niveau de pourquoi c'est faux. On arrive à l'expliquer assez facilement. Peut-être un dernier point sur les conseils. Je sais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris une place forte dans le quotidien des gens et principalement dans la santé. Je n'ai pas remis de chiffres ici, mais typiquement sur ChatGPT, on a le nombre de requêtes en santé est énorme, en fait, si on prend un pourcentage total de requêtes. Mais aujourd'hui, il y a un sujet, quand on pose des questions à des IA généralistes versus à des IA spécialisées. Pourquoi? Parce que les IA généralistes, comme ChatGPT, comme Copilot, vous pouvez leur poser des questions, elles auront sans doute parfois raison, ce qui pourra vous enjoindre à croire que tout est bon, mais souvent il y a des biais, soit parce qu'il y a des hallucinations, donc ça c'est des phénomènes qui font que la réponse n'est pas la bonne parce que l'IA comprend mal potentiellement la question. Donc là je vous ai mis un petit dessin pour illustrer un médecin qui a un diplôme derrière lui affiché et qui a un patient qui lui dit: est-ce que vous permettez que je vérifie votre diagnostic sur ChatGPT? On voit le médecin qui est un peu dérouté, un peu dépité même. C'est typiquement des choses qui arrivent. Pour pallier à ça, l'idée, c'est pas forcément de se dire que l'intelligence artificielle, c'est le mal et que ça ne nous servira jamais en santé. De plus en plus, on voit émerger des solutions qui, elles, sont fermées sur des sources fiables et vérifiées en santé. Donc, je vous ai mis un exemple ici, mais il en existe plein d'autres. L'exemple qu'on vous a mis, c'est Gustave de PaperDoc, qui est une IA orientée pour les patients. Pourquoi est-ce qu'on peut se dire que c'est une IA qui est fiable? Déjà parce que elle va chercher des informations uniquement dans des sources vérifiées. Donc, si c'est pas écrit dans des sources de la HAS ou des sources scientifiques vérifiées, vous ne la retrouverez pas. L'IA vous dira: je ne sais pas vous répondre. C'est 100% sur des sources françaises aussi, donc important pour notamment tout ce qui va être parcours de soins, ne pas tomber sur des informations qui sont valables dans d'autres pays et pas chez nous. Et aussi, elle est testée et vérifiée en collaboration avec des associations de patients de différentes aires thérapeutiques. Et ça, c'est aussi un gage qui montre que on va aller chercher de la qualité et puis de la construction, de la co-construction avec des patients. Donc voilà, donc Gustave, vous pouvez tester, c'est facilement accessible. Vous cherchez Gustave PaperDoc ou je vous ai mis le QR code, mais ça peut vous donner un autre exemple d'un chat GPT, entre guillemets, validé en santé, en tout cas d'une IA générative validée en santé. Voilà pour quelques méthodes, exemples et solutions qui, on l'espère, pourront vous aider au quotidien. Je vais repasser la parole à Emma sur quel rôle on peut donner aux associations de patients pour cette volonté d'information fiable en santé. Et puis après, on conclura avant de vous laisser quelques minutes pour des questions si vous en avez. Vas-y Emma. Merci Pauline. Donc ici, pour aborder le rôle des associations de patients dans cet environnement vertueux de l'information, on s'est basé sur le triangle vertueux de l'information en santé qui a été proposé dans le livre blanc Mes informations en santé, défis collectifs et enjeux majeurs pour la santé des femmes. Et finalement, un des premiers éléments à avoir en tête, c'est que l'information fiable en santé, elle ne repose pas sur un seul acteur, mais c'est vraiment la combinaison dans tout un écosystème auquel nous avons au centre évidemment le patient qui lui va être en recherche d'informations et de formats d'informations qui vont lui convenir. Et donc pour ça, il va devoir naviguer entre ces trois piliers tout en développant son esprit aussi critique pour gagner en autonomie dans la lecture des informations qui lui parviennent.
Parmi les premiers piliers, il y a donc le thérapeute, c'est le médecin référent, avec lequel le patient, va prendre les décisions, thérapeutiques et qui est garant de l'expertise, scientifique. Ce médecin thérapeute, que l'on soit dans les maladies rares ou les maladies, chroniques, va s'entourer, le plus souvent d'une équipe, de soins qui, elle, va permettre d'avoir une approche, globale, de prise en charge et une approche de proximité auprès des patients. Ces 2 piliers sont en interaction à travers des, réunions, multidisciplinaires. Et enfin, un des piliers et pas des moindres, ce sont les communautés, qui elles vont proposer une approche sensible parce que, concernées par le sujet. Et dans les communautés, nous avons donc les patients partenaires, pairs aidants, associations de patients évidemment et les associations de la ville. Et les communautés, elles sont en lien, à la fois avec les équipes de soins, parce qu'elles interagissent dans le même écosystème et on le sait, hein, certaines d'entre vous, interviennent en collaboration avec les équipes de soins dans les ateliers d'éducation thérapeutique ou encore, sont en lien directement avec, les thérapeutes à travers des réunions d'information qui vont être soit à destination des membres, des associations et même plus largement proposer des temps d'information auprès du grand public en lien avec, les associations, de patients. Et finalement, si on veut lutter contre la désinformation, c'est pouvoir créer, un environnement où l'information fiable, va circuler, du mieux possible entre, tous ces piliers pour parvenir, finalement, au patient et lui permettre de prendre les meilleures décisions, pour, sa santé. Et on trouvait intéressant de vous partager ce schéma, à titre explicatif, mais aussi, pour vous permettre de, déjà prendre conscience de ce que vous faites vous au quotidien avec, vos associations pour œuvrer en ce sens, mais aussi peut-être, voir quels leviers, vous pourriez, renforcer pour, prendre, une part, encore plus active au vu de l'ampleur du phénomène, de la désinformation et ainsi permettre à vos adhérents de bénéficier, donc, d'une information, de qualité. Super, merci Emma. Donc pour finir, et je vais pas passer longtemps sur cette partie parce que l'idée c'est que vous ayez les slides et que vous puissiez la consulter, mais on voulait vous remettre en avant des ressources qui peuvent vraiment vous servir si vous voulez aller plus loin sur tout ce qui est mes informations en santé. Donc déjà, il y a le site du gouvernement. Donc sur santé.fr, il y a une partie maintenant qui s'appelle décryptage. Et qui permet vraiment de faire des recherches sur des infos fiables en santé. Alors, c'est un site qui est encore en construction, il a été lancé en début d'année, mais on peut vraiment y trouver de plus en plus d'infos. C'est un site qui va évoluer au fil du temps. Et en tout cas, on voit que c'est une vraie volonté du gouvernement. C'était en lien avec les actions qu'Emma vous a présentées au tout début de la stratégie nationale qui a été émise sur ce sujet. Donc, une des premières actions, c'est ce site décryptage sur santé.fr. Et ensuite, toute une petite batterie de ressources, on vous a mis les liens. Donc, il y a l'INSERM aussi, donc l'Institut de recherche, qui a un canal détox, donc qui permet de justement vérifier certaines infos fausses, des infox qu'on retrouve régulièrement, donc qui vont venir travailler. Donc, il y a le livre blanc dont on vous a beaucoup parlé, sur lequel on s'est beaucoup appuyé pour construire ce webinaire et que vous pouvez retrouver facilement en ligne. Healthbuster, donc on vous a présenté la vidéo de teaser du syndicat Réagir, mais il y a d'autres vidéos du coup qui ont été faites. Ils ont un compte Instagram sur lequel vous pouvez voir justement toutes les vidéos qu'ils ont fait des influenceurs. Donc ils ont lancé toute une série en fait. Vous retrouvez à chaque fois cette vidéo d'influenceur au démarrage et puis après on passe sur la tête du médecin pour comprendre pourquoi c'était faux. Alors Badvax, c'est un jeu en ligne pour vous entraîner en fait. Alors là, vous vous placez dans la peau du méchant entre guillemets, vous vous placez dans la peau de celui qui diffuse des fausses informations en santé, justement pour comprendre les mécanismes, pour ne pas le faire involontairement. Donc c'est un petit jeu serious game. Et puis il y a une newsletter qui a été faite aussi par une des autrices du livre blanc qui s'appelle Les clés de l'infox en santé. Qui peut vous intéresser, sur lequel on a aussi repris certains éléments. C'est une newsletter régulière sur laquelle on peut trouver du contenu. Voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin aussi avec vos adhérents sur ces sujets. On vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Alors, on est en comité moyen, on va dire, donc vous pouvez soit prendre la parole, soit poser vos questions sur le chat si vous en avez. On essaiera d'y répondre au mieux avec Emma.
Et j'en ai d'ailleurs profité, Pauline, pendant la présentation des ressources pour vous encourager à nous partager vos autres ressources, notamment sur le sujet de la désinformation en santé si vous en avez, et on les intégrera à la bibliothèque avant de vous partager le support dans la semaine. Oui, allez-y, Véronique. On vous laisse prendre la parole, Véronique. Aujourd'hui, bonjour, merci. En atelier ETP, on a les patients qui arrivent avec leurs propres informations qu'ils ont trouvées. Et donc, on a choisi d'agir en copartenariat avec des soignants. Mais parfois, on reste tout bête parce qu'on n'arrive pas à donner une réponse. Il y a une dizaine de personnes, donc en fait, elles prennent la désinformation, mais elles ne prennent pas la réponse correcte. Alors souvent, on va chercher à la source ou dans un document certifié en santé pour avoir une réponse. Mais il y a beaucoup on passe beaucoup de temps à dire attention, il faut toujours vérifier, demander à votre médecin, et on est un petit peu démunis par rapport à cette avalanche d'infos qui nous tombe sur la tête en ETP. Ouais, j'imagine. C'est pour ça qu'on a essayé de partager des méthodes. C'est vrai que c'est pas facile, surtout quand vous êtes à 1 ou 2 face à un groupe de 10, si tout le monde arrive avec sa fausse information, j'imagine bien que et puis tout le monde peut renchérir aussi. C'est aussi comme ça que ça se propage en termes de rumeurs et cetera. Pour le coup, parfois on est face à des gens pas réceptifs et c'est difficile de le faire, mais d'essayer, ce qu'on a pu, vous montrer avec la méthode du sandwich, de se dire: «Bah, j'énonce le fait, j'explique pourquoi c'est faux, je reprends la fausse information au milieu et puis je finis en énonçant de nouveau le fait réel qui est la vraie information». Faut essayer de voir si ça marche en atelier ETP. On n'a pas eu l'occasion nous, mais en tout cas, c'est une méthode qui est quand même reconnue, par les gens qui sont experts de ces sujets-là. Donc je pense que peut-être que ça vaut le coup d'essayer, à votre prochain atelier, pour voir si ça fonctionne ou pas, si ça fonctionne mieux. Et faut tester. Et peut-être, pour compléter ce que disait, Pauline, je ne sais pas dans quelle mesure ce serait possible de pouvoir demander aux participants de partager, en amont via un questionnaire, les informations, qui circulent et qui seraient des désinformations pour vous permettre, vous, en collaboration avec l'équipe, soignante, de prendre le temps de constituer justement, cette méthode, du sandwich pour avoir le temps de vous familiariser avec et de leur présenter, lors de l'atelier directement. Alors, question de Véronique, quel outil utiliser lors d'un ETP qui soit assez rapide, s'il vous plaît? Alors en termes d'outils, qu'est-ce que vous entendez, Véronique? Parce que c'est vrai qu'on avait la méthode du sandwich qui peut-être vous paraît, un peu longue. Oui, non, je vois les clés de l'Infox en santé ou santé.fr Ah oui, décryptage. Est-ce qu'on peut trouver la réponse assez rapidement pour la donner sur les 2 heures de TP? Sur décryptage, vous pouvez, si le sujet est sur décryptage, c'est toujours pareil, c'est pas un site complètement complet. Après, vous pouvez aussi prendre une partie de la méthode SIFT que je vous présentais, c'est de taper le sujet encore plus accessible, taper le sujet sur Google avec juste fact-check derrière. Généralement, il y a tout de suite des choses qui remontent si c'est faux, avec des éléments qui viennent contredire avec plein de sources, comme je vous l'ai montré là sur la crème solaire. Donc ça peut être aussi prendre juste ça, c'est ce qui sera peut-être le plus rapide. Merci, Véronique, pour, votre prise de parole. Est-ce que d'autres souhaitent, soit poser des questions, soit partager, des bonnes pratiques? C'est aussi, le lieu et le moment. Martine, Oui. allez-y. Vous m'entendez? Oui, on très vous bien. entend. Voilà. Bon, veuillez m'excuser de mon retard, mais j'ai eu des problèmes et voilà. Mais donc j'ai pas tout entendu, j'arrive aux questions. Mais vous avez peut-être parlé. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA? Des questions qui sont posées à l'IA et des retours. Vous avez peut-être déjà exposé, donc je vais pas redire, mais Non, il n'y a voilà. pas de souci. Je vais juste réafficher le petit slide qu'on vous a présenté dessus. Merci. En fait, ce que je disais sur l'IA rapidement, c'est que globalement, quand on s'adresse à une IA qui est généraliste, donc c'est celle qu'on entend le plus au quotidien, ChatGPT, Copilot, etc., souvent on va tomber sur des réponses qui sont pas du tout spécifiques. Alors parfois c'est juste, hein, parce que évidemment l'IA elle est basée sur des centaines de milliers de ressources, donc on arrive statistiquement on arrive beaucoup à des réponses justes.
Par contre, parfois c'est faux, soit parce qu'il y a des hallucinations, soit parce que voilà, on n'est pas sur des sources fiables et que l'IA, dans ces sources, il y a aussi des sources qui sont non fiables. Donc ce que je disais, c'est qu'il existait des outils spécialisés en santé. Donc là, je donnais un exemple avec Gustave de Paperdoc, mais il y en a d'autres qui sont sur des sources fermées. Et c'est que des sources officielles et vérifiables. Donc là, pour le coup, généralement, c'est derrière Gustave, j'ai plus la liste en tête, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toutes les recos de la HAS, tout ce qui va se retrouver sur Amélie, je crois, et aussi un certain nombre d'études scientifiques validées. C'est fait travailler avec des associations de patients. Donc ça compte aussi pour la tester. Elle a été testée avec plein d'assos. Et du coup, l'IA, elle n'invente, sur les IA spécialisées comme ça, vous n'aurez pas une réponse inventée s'il n'y a pas la réponse. Alors que sur ChatGPT, s'il ne connaît pas la réponse, il va quand même vous donner la réponse la plus probable, même si elle est fausse. Donc là, l'IA, si elle n'a pas la réponse dans ces sources-là, elle va dire non, je ne sais pas en fait. Vous devez vous adresser à un professionnel de santé. Et du coup, forcément, c'est un petit peu plus fiable. C'est même beaucoup plus fiable de s'adresser à ce type d'IA que de travailler avec des IA plus généralistes. Je vous remercie. C'est parfait, j'ai noté. Mais j'ai vu que vous alliez enregistrer l'émission et qu'on pourra la voir dans 15 jours disponible. Oh là, vous devriez l'avoir assez vite. On essaiera de vous envoyer le replay assez vite et puis on va vous partager les slides aussi. D'accord, merci. C'est parfait. Excusez-moi encore. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans le chat, ce qui est difficile en ETP, c'est qu'un fait peut être OK pour une personne et qu'en face, le fait est faux pour une autre. Eh bien, c'est vrai qu'avec la méthode rapide du fact-checking ou la méthode du sandwich, normalement, vous pourriez rétablir et arriver à une vérité commune basée sur des éléments scientifiques et fondés, notamment si vous l'animez en collaboration avec des professionnels de santé. Ça permet d'appuyer aussi ces éléments. Eh bien, écoutez, merci pour vos partages. On va conclure et avant de terminer cette session, vos retours sont précieux pour continuer à améliorer nos éditions, les webinaires. Donc, on vous invite à scanner le QR code pour vous donner pour que vous puissiez donner votre avis sur ce webinaire. Dans tous les cas, dans le mail qui vous sera adressé avec le lien du replay et le support de présentation, vous retrouverez le lien. Mais comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, n'hésitez pas à le faire en direct. Ça prend 2-3 minutes seulement. Et puis, on vous invite à nous retrouver le mardi 23 juin de 18h à 19h sur la thématique du bruit alimentaire quand la nourriture envahit nos pensées. Donc, vous pouvez d'ores et déjà noter ce rendez-vous dans les agendas et vos différents interlocuteurs dans les régions ou sur Paris pourront vous envoyer le lien du webinaire dès lors qu'il sera disponible. Et en septembre déjà, on a notre prochain rendez-vous qui sera autour des essais cliniques. Un grand merci à tous de vous être mobilisés autour de ce sujet lié à la désinformation en santé. On vous partage aussi le lien directement dans la conversation pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le flasher. Merci à tous et très bonne soirée. Merci à tous pour votre participation. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup pour votre participation. Bonne soirée.